Alors, aujourd'hui, on plonge dans une théorie, disons, assez radicale. Elle est tirée de l'œuvre de Zecharia Sitchin, La fin des temps. Et attention, c'est une théorie qui pourrait bien tout changer, notre vision des origines de l'humanité et le sens même des prophéties anciennes. Ok, on y va. Tout part de cette question, qui est vraiment le cœur de toute la réflexion. L'idée de Sitchin, c'est de prendre les textes les plus anciens qu'on ait et de les lire différemment. Pas comme des mythes, pas comme des histoires symboliques, non. Plutôt comme des comptes rendus, des chroniques de faits bien réels. Alors, pour bien suivre cette théorie, il faut d'abord faire connaissance avec les personnages principaux. Et d'après Sitchin, attention, on ne parle pas de dieux mythologiques comme on l'imagine. Non, on parle de visiteurs. Et disons-le tout de suite, ils ne viendraient pas d'ici. Et les voici, les Anunnaki. Ce nom, il vient des Sumériens. Et selon Sitchin, il ne faut surtout pas le traduire par Dieu ou Esprit. Sa lecture est beaucoup plus littérale. Il s'agirait d'êtres bien concrets, des voyageurs de l'espace, en chair et en os. Et là, on arrive à un point vraiment crucial de la théorie. Ces visiteurs, ils n'étaient pas là en touristes. Ils avaient une mission très précise. En fait, ils cherchaient des ressources. Et la ressource qui les intéressait par-dessus tout, c'était l'or. Maintenant, voyons un peu comment ces visiteurs auraient, transformé notre planète. Parce que leur influence, elle ne s'arrête pas à creuser des mines, loin de là. Elle serait allée jusqu'à façonner l'humanité elle-même. Leur intervention, si l'on suit cette analyse, se serait faite en 3 grandes étapes. Premièrement, l'ingénierie génétique. Le but, créer l'Adam, en gros un travailleur primitif. Deuxièmement, des unions entre ces Anunnaki et les humains, ce qui aurait donné naissance à des lignées royales, des sortes de demi-dieux. Et enfin, troisièmement, la construction d'une infrastructure à l'échelle mondiale. On parle de spatioports, de centres de contrôle, le grand jeu quoi. Sauf qu'un événement cataclysmique vient tout bouleverser, le fameux grand déluge, celui dont on entend parler dans plein de cultures différentes. Cet événement aurait tout balayé, remis à zéro total. Leurs installations d'origine, détruites. Ils ont donc dû repartir de quasiment rien pour reconstruire ce lien vital entre le ciel et la terre. Donc après le déluge, il a fallu tout repenser. L'infrastructure est reconstruite et le nouveau centre névralgique des opérations, le nouveau spatioport, il est installé dans un endroit très stratégique, la péninsule du Sinaï. Et les pyramides de Gizeh dans tout ça? Vu sous cet angle, leur rôle change radicalement. Ce ne seraient plus du tout des tombeaux, non, elles deviendraient des balises. Des balises gigantesques conçues pour guider les vaisseaux qui s'approchent de la Terre, de véritables aides à la navigation. Bon, on a un spatioport, des balises, il manque quoi? Le centre de contrôle, bien sûr. Pour tout orchestrer, il fallait un nouveau centre de contrôle de mission. Et c'est Jérusalem qui aurait été choisi pour devenir ce qu'on pourrait appeler le nombril de la Terre, le véritable cerveau de toutes les opérations spatiales après le déluge. Ok, accrochez-vous bien, parce que là, l'histoire prend un virage beaucoup plus sombre. On va maintenant parler de l'événement qui, toujours selon cette théorie, a absolument tout changé. Une catastrophe d'une violence inimaginable. Les textes sumériens décrivent quelque chose de terrifiant. Ils parlent d'un vent du diable. Imaginez, une mort invisible, implacable, qui passe à travers les murs, qui frappe tout le monde sans distinction. Franchement, la description est glaçante. Et ça ne ressemble à aucune catastrophe naturelle qu'on connaisse. Et l'analyse de Sitchin est d'une précision étonnante. Il avance une date, 2024 avant notre ère. Cette date, il ne l'invente pas. Elle serait le résultat d'un calcul complexe basé sur une chronologie qu'il a reconstituée à partir de plein de textes anciens. Là où ça devient vraiment troublant, c'est quand on fait le parallèle avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Le récit biblique, il insiste bien sur un point. Ce n'était pas un accident, pas un désastre naturel. C'était un acte planifié. Et la théorie de Sitchin, c'est que ces 2 histoires, celle des Sumériens et celle de la Bible, ne sont en fait qu'un seul et même événement, vu sous 2 angles différents. Et là, on arrive sans doute à la conclusion la plus audacieuse de toute cette analyse. Cette grande calamité, ce ne serait pas la colère d'un dieu, ce serait un acte de guerre, une attaque nucléaire. Le vent du diable, ça serait tout simplement le nom qu'on donnait à l'époque aux retombées radioactives. Et pour étayer ça, la théorie pointe même vers des traces géologiques et des niveaux de radiation anormaux dans la région qui seraient des preuves potentielles. Bon, une telle catastrophe, forcément les conséquences sont immenses. Ça n'a pas juste détruit des villes, c'est allé beaucoup plus loin. Ça a carrément brisé le lien direct, physique, entre l'humanité et ses fameux créateurs. C'est ça le point clé. Le contact direct, c'est fini. Il est rompu. Le Duranki, comme disaient les Sumériens, le lien ciel-terre a été pulvérisé. Alors l'humanité qui se retrouve seule se tourne vers autre chose. L'espoir, la foi.
On n'attend plus des ordres directs, on attend un retour qui a été prophétisé. C'est de là que naîtrait toute l'ère messianique. Quand on regarde cette frise, on se rend compte de l'échelle de temps complètement dingue de ce récit. Ça commence après le déluge, avec toute la phase de reconstruction, puis, bam, 2024 avant notre ère, la catastrophe nucléaire qui anéantit le spatioport. Après ça, on entre dans l'époque des patriarches comme Abraham, et ensuite, vers 760 avant Jésus-C, c'est le début de la grande ère des prophètes. On a vraiment l'impression que chaque étape est un jalon qui nous mène vers un événement final, ce fameux retour prophétisé. Et là, la distinction est vraiment fondamentale. C'est deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, on a le sentiment d'avoir été abandonné par les dieux, une idée qui a vraiment façonné énormément de religions, et de l'autre, on a la vision de Sitchin, l'idée que ce n'était qu'un problème technique, un contretemps logistique dans un plan bien plus grand, et que la promesse d'un retour, elle, était tout à fait sérieuse. Bon, d'accord. Mais tout ça, ça nous mène où aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. On va se concentrer sur les notions de cycle, de temps, et sur ce que signifie vraiment l'expression « la fin des temps ». Parce que oui, même le titre du livre est à comprendre différemment. Quand on lit la fin des temps, il ne faut pas penser à une apocalypse, à la fin du monde. Non, c'est la fin d'une ère, la fin d'un cycle. Un peu comme la fin d'une année si on veut, mais à une échelle cosmique. C'est un moment de transition, pas de destruction. C'est la nuance clé. Et l'analyse met en lumière un schéma assez incroyable, une sorte de cycle dans l'histoire. Regardez bien, au XXIe siècle avant notre ère, il y a un conflit majeur entre les rois de l'Est et de l'Ouest. Environ 2100 ans plus tard, au début de notre ère, qu'est-ce qu'on trouve? Les manuscrits de la mer Morte qui parlent de la crainte d'une grande guerre finale. On a l'impression que le même schéma est en train de se répéter. Et ça nous ramène directement à aujourd'hui, à la question finale. Nous voilà, de nouveau, au XXIe siècle, mais cette fois de notre ère. Et on constate que les mêmes régions du monde sont, encore une fois, au cœur de tensions mondiales. Alors la question que soulève toute cette analyse, elle est vertigineuse. Si ce schéma historique se répète, alors quelle est la signification de notre propre époque dans ce grand cycle cosmique?